Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire. Merci d'être au rendez-vous cet après-midi. Je m'appelle Mélanie Coulombe, je suis cofondatrice de Cible Enfance. Écoutez, c'est un peu fou ce qui se passe. Voyez-vous, on est parti avec 3 minutes de retard, on s'en excuse. C'est que là, avec toutes les conditions actuelles du fameux COVID-19, évidemment, mais tout le monde est chez nous et chez soi. Alors, moi, je suis chez moi. Mylène, qui est avec moi, est chez elle. Et depuis ce matin, j'essaie de faire augmenter ma connexion Internet. Et elle a décidé d'augmenter, la compagnie a décidé d'augmenter ma connexion Internet à E29. Donc, moi, j'ai tout perdu. J'arrive, j'ai le cœur qui débat, je tremble. Mais je suis avec vous. Je suis vraiment contente. Donc, voilà. Écoutez, la semaine dernière, vous étiez 1200 personnes au webinaire et c'était du jamais vu. On avait peur de faire exploser ClickMeeting. On avait peur que rien fonctionne au niveau des interwebs de ce monde, mais ça a tenu le coup. On a passé un super bon moment ensemble. On pensait que ce grand nombre de participants à notre webinaire était situationnel puis qu'on ne vivrait plus jamais ça de notre vie. Comme quoi, on peut se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce que, savez-vous combien nous sommes actuellement? Nous sommes 2800 personnes. Donc, c'est plus que le double la semaine passée. Tantôt, Mylène me disait, je sais pas, je suis un peu stressée, je pense que j'ai besoin de boire, fait qu'elle est allée chercher un tonneau d'eau. Alors, c'est ça, c'est ce que vous nous faites vivre, qu'est-ce que vous voulez, mais on vous remercie quand même pour ça. Alors, on s'est assuré, comme je dis, de faire augmenter nos forfaits Internet personnels dans nos maisons. Annick est chez elle. Comme d'habitude, son travail, c'est de lire vos questions et de me les envoyer à la fin du webinaire pour qu'on puisse y répondre. Mon conjoint est là, c'est mon filet de sécurité, il est en contact avec Annick. Puis c'est Annick qui a dit « My God, je ne suis pas capable d'y envoyer question », mais il va pouvoir me dire « Mélanie, Annick n'est pas capable d'envoyer question ». Ça ne donnera rien, je vais être dans le genou de pareil, mais au moins, je vais être au courant de ce qui se passe. Alors, je vous dis qu'on espère que tout va bien fonctionner, mais on vous demande d'être indulgent. Présentement, on fait vraiment du mieux qu'on peut en espérant que tout se passe. Donc, je voudrais vous remercier de votre confiance, d'être avec nous à chaque semaine. Cible Petite Enfance vous remercie du fond du cœur. Mais le plus encore, moi, j'ai le goût de vous remercier parce qu'en augmentant vos savoirs comme ça, en assurant votre formation continue, bien, vous assurez également une super qualité des services et le développement maximal des enfants, que vous soyez des professionnels à la petite enfance ou parents à la maison avec vos enfants, parce qu'il y en a aussi qui nous écoutent de la maison. Je vous invite à considérer cette prochaine heure comme un cadeau, un moment d'arrêt. Ah, OK. Mon conjoint vient de me dire qu'Annick fait demander est-ce que tout le monde m'entend bien, est-ce que tout le monde me voit bien? Peut-être juste écrire oui, non, faire un pouce en l'air, ça nous aiderait beaucoup à faire une communication avec vous. Donc, je poursuis. Je vous souhaite que ça va être un beau moment d'arrêt ensemble pour à peu près 1 heure aujourd'hui, dans le but d'augmenter vos savoirs, mais surtout pour vous faire du bien. Vous savez, je le dis souvent dans mes capsules de formation, quand on travaille avec les enfants, qu'on soit un parent ou qu'on soit une éducatrice, une professionnelle à la petite enfance, on n'a pas d'outils, on n'a pas de marteau, on ne peut pas changer nos outils. Vos seuls outils, c'est votre bien-être physique et psychologique. Donc, il faut que vous ayez bien parce que sinon, l'enfant qui est une petite éponge d'émotions va s'en rendre compte et c'est pas ce qu'on veut. Alors, j'ai décidé de vous aider à vous sentir mieux. Je me suis habillée en mou, je me suis fait une tisane et je me suis apporté une doudou. Alors voilà, j'ai installé derrière moi le plus de couleurs possible pour faire référence à « ça va bien aller », hashtag « ça va bien aller ». Et puis, voilà, c'est un cadeau pour vous. Bon, on me dit qu'il faut que je baisse le son de mon micro. Je parlais trop fort? Il y a de l'écho. Il y a de l'écho. On va s'ajuster, je vous le promets. Alors, Cible Petite Enfance a décidé de vous offrir plusieurs rendez-vous à chaque semaine pour tout le monde qui gravite auprès des enfants parce que, comme je vous dis, c'est important de se garder en forme. Alors, le premier rendez-vous qu'on a préparé pour vous s'appelle « Une histoire qui nous rassemble ». Donc, ça va se faire pendant les 3 prochaines semaines de confinement, du lundi au vendredi à 10h, avec Émilie Lemay de Cible Petite Enfance. Émilie a choisi de revêtir son rôle précédent d'éducatrice et on la remercie beaucoup.
et de passer une vingtaine de minutes avec les enfants pour leur raconter une histoire intéressante, mais surtout très éducative. Suite à ce récit-là qu'Émilie va raconter aux enfants, ben, elle va donner aux adultes en charge de ces enfants-là, c'est-à-dire les parents, les grands-parents ou même vous, les éducatrices qui sont encore avec des enfants en service de garde, ben, elle va vous donner des pistes d'action éducative très, très, très faciles et agréables pour assurer le développement maximum de vos tout-petits. Donc là, pensez pas que c'est bien, bien, bien compliqué ce qu'elle va vous suggérer, c'est pas ça du tout. Au contraire, elle va vous amener à trouver des façons de stimuler les enfants avec peu de moyens, avec souvent aucun matériel et aucune préparation. C'est ce qu'on aime. Donc, on vous demande d'inviter tous les gens que vous savez qui sont à la maison avec les enfants. Et en primaire, je vous dis que lundi à 10h, le premier livre qu'Émilie va lire à nos tout-petits s'appelle, tenez-vous bien, L'épopée de Dame Crotte de nez. Donc oui, Émilie commence en force. Alors, je sais qu'Émilie nous écoute actuellement. Bonne chance, Émilie, c'est notre meilleure. Fait qu'on a bien de voir les propositions qu'elle va nous faire de stimulation sur ce sujet-là. N'oubliez pas de vous inscrire à l'événement Facebook en cliquant « Je participe » et liker notre page pour recevoir votre rappel de l'événement. Deuxième rendez-vous maintenant. Là, je vous ai parlé des lundis. Deuxième rendez-vous, tous les jeudis. À partir de la semaine passée, on continue à vous faire des rendez-vous les jeudis à 13h30 avec moi et une collaboratrice différente à chaque semaine selon le sujet qu'on va aborder. Donc, de source sûre, je peux vous dire que le jeudi prochain, je serai seule, je n'aurai pas d'amis, mais je vais essayer de faire ça comme une grande parce que se tourner de bord rapidement, c'est pas toujours facile. Bon, le titre va être, la semaine prochaine, stimuler les 4 domaines de développement le plus facilement possible, s'il vous plaît. Donc, c'est un webinaire qui va s'adresser aux parents à la maison avec leurs enfants, mais aussi aux éducatrices. Donc, l'objectif va être, encore une fois, d'assurer le développement optimal des enfants en temps de confinement, mais de le faire de la façon la plus simple possible. Ça suppose qu'on n'est pas obligé de faire une grosse préparation, ça suppose qu'on fait ça dans le plaisir, ça suppose qu'on remplit les conditions de confinement actuelles. Fait qu'encore ici, n'oubliez pas de vous inscrire et de suivre notre page pour les détails et les rappels. Là, j'ai assez parlé, ça suffit, j'ai fini mon blabla. Je vous propose qu'on débute tout de suite avec notre collaboratrice, Mylène. Bonjour, Mylène. Allô, allô. Alors, Mylène est travailleuse sociale au Centre Défi. Merci, Mylène, d'avoir répondu à notre appel et merci d'avoir démontré tant de capacité sur un parce qu'au départ, tu étais supposée être à côté de moi. Après ça, ben, on était supposé être à la même place, mais dans 2 pièces différentes. Puis finalement, avec les recommandations du ministre, ben là, on est chacune chez soi. Alors, merci de nous inviter dans ton salon aujourd'hui. Alors, si vous me le permettez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec vous le plan de la rencontre d'aujourd'hui.
à Mylène. Écoute, Mylène, permets-nous de te connaître un petit peu. Est-ce que tu veux nous parler de toi? Ben oui, certainement. Ben moi, c'est Mylène Sénéchal, je suis travailleuse sociale au Centre Défi. Je suis aussi maman de 2 filles, une de 9 ans et de 19 ans. J'ai un diplôme en travail social depuis, ça va faire 13 ans là, que je suis travailleuse sociale. Mes formations qui sont plus spécifiques, dans le fond, avec le webinaire, j'ai suivi une formation avec le Centre d'expertise Marie-Vincent en matière d'agression sexuelle chez les jeunes enfants de 0-5 ans. J'ai aussi travaillé en centre jeunesse à l'évaluation des signalements. Donc, j'ai aussi une formation d'entrevue non suggestive en situation d'abus sexuel qui est le déclenchement, dans le fond, de l'entente multisectorielle dans un cas d'abus sexuel ou physique chez les enfants. J'ai aussi, quand les écoles étaient ouvertes, j'animais aussi des cours d'éducation à la sexualité dans une école de maternelle à 6e année. En gros, les expériences relatives, dans le fond, au sujet aujourd'hui, ça ressemble à ça. J'ai aussi fait de l'animation de groupe d'éducation sexuelle auprès des parents aussi, qui souvent se questionnent par rapport à ce qui est bon de faire, ce qui est moins bon, qu'est-ce qui est les meilleures pratiques comme parents. J'ai une expérience en contexte autochtone. Depuis que j'ai gradué en 2007, j'interviens particulièrement avec les communautés autochtones ici en Abitibi-Témiscamingue. Comme je l'ai dit tantôt, là, en lien avec mon expérience en protection de la jeunesse, j'ai aussi j'ai la chance de pouvoir accompagner des stagiaires en travail social dans leur stage comme superviseur de stage. C'est toujours intéressant de garder un œil là, sur la théorie et non juste la pratique. Je fais aussi du suivi là, clinique auprès des enfants, des adolescents, des familles aussi, des adultes au Centre Défi. Puis, je fais aussi du traitement d'abus en matière d'abus sexuels chez les enfants et les adultes. Fait en gros, ça ressemble à ça, mon petit parcours professionnel à ce jour. Merci. Je trouve ça drôle que tu dises mon petit parcours. Je pense que tu en as vu d'autres et que tu es très bien outillé pour notre webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous encore, Mylène. Est-ce que tu as des choses ça fait plaisir. Est-ce que tu as des choses à ajouter avant qu'on passe aux premières histoires de cas ou on y va tout de suite? Ben, moi, je suis prête à plonger. Bon, ben allons-y. Est-ce que tu veux que je les nomme ou? Je vais y aller. Je vais te donner un petit break parce que c'est tu vas parler le plus. Donc, voici, mesdames éducatrices et parents, la situation numéro 1 qu'on voit assez souvent en service de garde. Lors d'une sortie dans la cour extérieure avec les enfants, vous surprenez 2 amis qui sont cachés derrière la maisonnette et qui n'ont plus de pantalon ni de sous-vêtements. Quelles sont les meilleures actions éducatives à poser? On t'écoute. C'est une situation qui arrive souvent en service de garde, en installation ou en milieu familial. C'est ce que tu nous disais aussi, Mélanie. Oui. Pas toujours en arrière de la maisonnette, là, on s'entend, mais oui, ça arrive. Oui. Puis souvent, la première réaction qu'on a, c'est pas « Oh mon Dieu, my God! » Oui, effectivement. Dans le fond, c'est certain que ce que je pourrais dire par rapport à cette mise en situation-là, c'est sûr que la sexualité, c'est beau. Hein, ça constitue notre quotidien. C'est souvent par des petites actions ou des petits gestes. Souvent, on s'en rend pas vraiment compte, mais ça fait partie de notre quotidien. Puis, on peut souvent là, avoir certaines situations qui sont en lien justement avec la sexualité, autant dans notre travail ou à la maison. Souvent, on va aussi, la première chose souvent qu'on dit quand on est enceinte ou quand on a un enfant, on va tout de suite associer c'est une fille, c'est un gars. Fait que la sexualité, c'est souvent un départ là, dans la vie. Fait que c'est quoi la question, dans le fond, qu'on se pose? C'est quoi la sexualité pour nous? C'est important de se poser cette question-là parce que souvent, nos croyances, nos expériences peuvent interférer avec nos interventions qu'on va avoir avec nos cocos. Hein? La sexualité, ça n'arrive pas juste à l'adolescence. Hein? Ça ne se met pas juste en place là, à 18 ans ou à 14 ans. Ça commence dès la naissance de l'enfant.
Fait que ça serait paradoxal un petit peu si on travaille avec les enfants dès la naissance à développer tout ce qui est capacité physique, capacité intellectuelle, sa capacité langagière, sa motricité globale, puis la sexualité, elle, dans le fond, elle soit inexistante, puis oups, elle apparaît juste à la majorité de l'enfant. Fait que la sexualité, en gros, dans le fond, c'est une notion qui est vaste. Ça concerne l'être dans sa globalité, l'enfant dans sa globalité. Le développement de la sexualité chez l'enfant, selon Freud, qui est le fondateur là, de la psychanalyse, se fait durant les différents stades oral, anal et phallique. Je pense qu'il y avait une petite capsule qui avait été faite là, par une de mes collègues justement à ce sujet-là. J'imagine que la plupart ont pu la visionner. Oui, tu fais référence à une capsule de formation sur la plateforme de formation de petite enfance avec la sexologue Kelly Chiasson. Oui, c'est ça. Fait en gros, dans le fond, fait que ça va se faire, le développement de la sexualité chez l'enfant va se faire à travers différents stades, oral, anal et phallique. Bon, fait qu'en gros, dans le fond, les composantes de la sexualité, souvent, moi, je vais le voir en lien avec une fleur. Tu sais, souvent, l'enfant, donc, va être la globalité de la fleur. Le centre de la fleur, ça va être l'enfant. Puis les pétales, dans le fond, ça va être toutes les composantes de la sexualité. Parce que souvent, la sexualité, on va penser que c'est simplement en lien avec les organes génitaux, mais c'est plus que ça. Fait que je vous inviterais, dans le fond, à regarder un petit peu ou à écouter plus quelles sont les composantes là, de la sexualité. Fait que une des composantes, c'est la composante affective de la sexualité qui est en lien avec l'enfant ressent des émotions, soit envers lui-même ou envers les autres, puis il apprend aussi à les exprimer. Fait que ça fait partie de la composante, des composantes de la sexualité. Au niveau cognitif aussi, l'enfant va posséder différentes connaissances sur la sexualité. Il va développer aussi ses conceptions, puis il va développer une façon de penser en lien avec les différents aspects là, de la sexualité. Au niveau sensuel aussi, il y a l'aspect sensuel. L'enfant va découvrir des zones érogènes de son corps. Il va ressentir du plaisir en lien avec différents sens. Souvent, l'enfant, quand il va être touché, flatté, chatouillé sur le ventre, quand on parle de la sensualité, ça fait partie là, de ces petits gestes-là. Le côté psychologique, l'enfant va développer son identité sexuelle propre. Il va acquérir son estime de lui-même. Il va se développer sa propre image corporelle, développer son imaginaire aussi. Fait qu'il va expérimenter l'intimité, la communication et le partage. Fait que ça, c'est l'aspect psychologique de la sexualité. On a aussi l'aspect biologique. L'enfant, il va prendre connaissance, dans le fond, il va prendre conscience de ses organes génitaux. Il va aussi s'interroger sur la reproduction, comment je suis arrivée au monde, comment maman fait pour avoir un bébé dans son ventre. Fait que ça fait partie de l'aspect biologique de la sexualité. Au niveau social et culturel, selon le modèle familial dans lequel l'enfant va vivre, il va intégrer des rôles, des stéréotypes, puis il va être exposé à des règles et des normes sexuelles, dans le fond, qui vont régir ces différents milieux-là. Autant aussi un service de garde, une installation, il va avoir des modèles, il va avoir des règles, il va avoir des normes aussi sexuelles. L'enfant va apprendre à s'associer à ces différentes règles-là. Il va avoir aussi l'aspect moral ou spirituel. L'enfant, dans le fond, il va faire graduellement l'apprentissage de ses valeurs, les règles de conduite, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, qu'est-ce qui est interdit. Les croyances, les décisions éthiques relativement, dans le fond, à la sexualité sont souvent en lien avec une époque, une culture, une façon, dans le fond, de voir le monde à une époque particulière. Fait que souvent, ce qu'on va se rappeler, c'est que les comportements sexuels chez les enfants sont motivés, par la curiosité. Les enfants sont curieux. Ils ont aussi le goût d'explorer. Ça fait partie d'une motivation. Ils ont besoin aussi d'avoir des réponses à leurs questions. Puis, ils vont chercher aussi du plaisir, des sensations à travers ces expériences-là. L'enfant, lui, dans la question dans la mise en situation, on parle d'un enfant qui a 3 ans. Fait que, c'est quoi le développement normal psychosexuel d'un enfant d'âge préscolaire qui est d'environ 3-5 ans? Qu'est-ce qui est normal? C'est normal d'avoir des pics au niveau des comportements sexuels. Ça veut dire que ça va être normal de voir l'enfant, justement, se déshabiller devant ses amis. Il va y avoir d'autres situations qu'on va pouvoir en parler un peu plus davantage là, dans les prochaines mises en situation. Mais il va y avoir des pics au niveau des comportements sexuels entre 3 et 5 ans, ce qui est normal.
Aussi, l'enfant va démontrer une bonne curiosité pour les différences aussi entre les femmes, les hommes et les femmes, les garçons et les filles. Il va prendre aussi plaisir à explorer avec d'autres enfants les parties du corps. Hein, jouer au docteur, se regarder nu devant le miroir, être en arrière de la petite maison dans la cour arrière, à la garderie. Il va prendre aussi plaisir à se dévêtir, à s'exhiber nu devant ses amis. Il va aussi commencer à poser des questions sur la conception, la grossesse, la naissance, comme on a parlé tout à l'heure. Il va aussi ressentir du plaisir physique lorsque ses organes, dans le fond, génitaux sont stimulés. Il ne faut pas non plus l'associer à une érotisation ou des fantasmes sexuels comme nous, on pourrait le voir l'adulte. Chez l'adulte, on va le voir d'une autre façon. Mais l'enfant, lui, va le voir vraiment d'une façon réaction physique normale lorsqu'un organe est stimulé. Fait que c'est quoi les meilleures actions éducatives à privilégier? Bien, la première chose qui est importante, c'est de mettre nos lunettes d'enfant. Je pense que vous l'avez déjà entendu souvent, de mettre nos lunettes d'enfant pour intervenir auprès d'eux. Souvent, on va avoir besoin de se mettre à leur niveau. C'est quoi leurs besoins, leur motivation? Dans leur stade de développement, sont rendus à quel stade? Souvent, on peut prendre un pas de recul aussi. Si le comportement nous fait réagir, s'il vient nous chercher au niveau émotif, on peut prendre un pas de recul pour se poser des questions avant d'intervenir. Puis après ça, on met notre chapeau d'éducatrice. On essaie de faire notre rôle là, du meilleur qu'on peut. C'est difficile. Des fois, on peut aussi confondre notre chapeau d'éducatrice avec notre chapeau personnel, hein, en lien avec nos valeurs, en lien avec notre propre histoire. Fait que c'est important quand on fait notre travail de mettre notre chapeau d'éducateur avec nos lunettes d'enfant. Je pense qu'avec ça, c'est déjà un bon début. Fait que quand on a nos lunettes d'enfant, on pense au stade de développement qui est derrière le comportement. Fait que quand on regarde avec l'exemple justement de la maisonnette avec les enfants, bon, on sait que ça répond à différents stades, ça répond à différents besoins au niveau de leur stade de développement normal. Puis on sait aussi que c'est motivé par la curiosité, la recherche de plaisir aussi. Donc, c'est important de trouver un juste milieu quand on va intervenir auprès des enfants sans être trop, on met pas aucune limite et être trop moralisateur. Comment qu'on peut être entre les deux, être vraiment dans un rôle d'éducateur auprès de l'enfant pour lui apprendre justement ce qui est bien, ce qui est moins bien, mais sans mettre la phase non plus être trop moralisateur, là, c'est jamais une bonne stratégie. On n'oublie pas aussi que souvent on va transmettre nos valeurs à travers nos réponses, puis aussi à travers nos silences. Hein, fait que ça peut arriver que si, exemple, si l'enfant, on intervient d'une façon brusque, on intervient soit avec un ton différent, l'enfant va associer le fait de justement avoir certains comportements. Oups, quand moi j'ai ces comportements-là, ben mon éducatrice, oups, ça se fâche. Ou, fait que je vais arrêter peut-être de poser des questions ou je sais que ça, c'est associé à quelque chose qui est négatif. Fait que l'enfant va intérioriser ces choses-là, puis il va faire en sorte de peut-être moins poser de questions, puis aller chercher ses réponses d'une autre façon qui peut peut-être être moins bénéfique pour lui. Fait en gros, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Mélanie? Ben, écoute, c'est clair. Excuse-moi? Si tu avais d'autres choses à ajouter en lien avec justement tes expériences en milieu de garde ou… Oui, en fait, tu sais, le truc, je pense, c'est toujours le même, que ce soit à voir un enfant derrière une maisonnette avec un autre, puis ils sont tout nus, ou l'enfant qui vient vous porter une araignée dans sa main en disant « Regarde ce que j'ai trouvé », puis vous avez peur des araignées, tu sais. C'est toujours la même chose. L'idée, là, c'est de mettre les lunettes d'enfant. L'idée, c'est de ne plus avoir nos lunettes d'adulte, avec nos valeurs d'adulte, puis d'avoir toujours une vision éducative. Fait que clairement, si on voit un homme et une femme dans un buisson, c'est pas la même chose que deux enfants derrière la maisonnette. Clairement. Faut vraiment partir dans l'idée qu'on parle d'une toute autre situation. D'après ce que tu viens de dire, c'est vraiment de la curiosité, du plaisir, c'est de l'apprentissage. Ils sont en train d'apprendre quelque chose en faisant ça. Fait que c'est à se demander à ce moment-là, là, il y a un besoin, là. Ils ont un besoin d'apprentissage. Comment je peux m'organiser, moi, comme professionnelle à la petite enfance, pour les amener à répondre à ce besoin-là, mais pas de cette manière-là.
Fait qu'il existe plein de stratégies, hein. Tu sais, on peut regarder des images, regarder des livres avec des vraies images. On peut laver des poupées, garçons, poupées, filles, en nommant les parties du corps. Il y a plein de situations possibles, mais c'est à nous, avec notre créativité puis nos savoirs, de ne pas trop réagir au moment où ça arrive avec un « Oh mon Dieu, non ». Puis après ça, de les amener à répondre à leurs besoins. Parce que si on ne répond pas à leurs besoins, à ce besoin-là, ils vont tout le temps recommencer. Si c'est pas en arrière de la petite maisonnette, ben ça va être en arrière du petit module d'outils. Tu sais, bon, fait que ça va se faire tout le temps. Effectivement. Ben merci beaucoup, Mylène, pour ça. Là, on m'a dit de mettre des écouteurs parce qu'il paraît que je parlais trop fort et que ça résonnait trop. J'espère que ça va mieux. On va y aller avec la deuxième mise en situation. Lors de la sieste, une fillette de 2 ans frotte son toutou sur sa vulve. Quelles sont les meilleures actions éducatives à poser? Encore une fois, Mylène, pour ne pas faire « Oh mon Dieu! » Vas-y, on t'écoute. Oui. Non, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est certain qu'on se rappelle c'est quoi les comportements, dans le fond. C'est quoi qui motive ce comportement-là? C'est la curiosité, le désir d'explorer. La réponse à une question, mais dans ce cas-là, je pense que ça va plus être la recherche de plaisir et de sensation. Fait que dans le fond, l'enfant répond à un besoin justement en se masturbant dans la sieste. Un enfant de 0 à 24 mois, ça représente au niveau du stade du développement psychosexuel. Si on regarde les besoins de ces enfants-là au niveau de leur développement, c'est sûr qu'on est dans la phase souvent orale. On met tout à la bouche, on prend du plaisir à explorer aussi en mettant les objets à notre bouche. On va explorer son corps avec curiosité, plaisir. Hein? On va se toucher les bras, les jambes, les parties intimes. On va ressentir aussi du plaisir physique lorsque nos organes vont être stimulés. Hein? C'est un réflexe qui est normal, orgasmique. Quand on touche, c'est comme quand on ouvre un ordinateur, on pèse sur le bouton de l'ordinateur, il va ouvrir, c'est automatique. Fait que quand on va stimuler nos organes les organes génitaux, quand les enfants vont stimuler leur organe génital, vont ressentir du plaisir. Hein? Il va y avoir un réflexe orgasmique qui n'est pas associé justement à une érotisation ou des fantasmes sexuels comme nous, on pourrait le voir là, avec nos lunettes d'adulte. Il va aussi prendre conscience des différences sexuelles entre les gars et les filles. Hein? Son identité de genre est en train de se développer justement, de se créer. Fait que les garçons ont un pénis, les filles ont une vulve. Ils vont aussi être initiés à la propreté, souvent vers l'âge de 2 ans. Toute la phase aussi anale là, qui va débuter. Fait que c'est certain que c'est normal que les enfants se touchent les parties intimes. Ça fait partie du développement psychosexuel qui est sain et qui est normal. C'est en touchant les différentes parties de son corps qu'on a dit tantôt, là, qui prend conscience de qui il est puis de son corps. Fait que dans le fond, c'est sûr que il est important de se garder en tête là, que la découverte de ses parties intimes, souvent va avoir une sensation agréable pour l'enfant. Ça peut le rassurer, ça peut le détendre. Puis il peut être tenté, dans le fond, de répéter l'exercice un peu n'importe quand, un peu n'importe où. Fait que c'est important de lui enseigner, dans le fond, très tôt la notion d'intimité. On va pas réprimander son geste, on va pas lui dire non, tu fais pas ça. Mais on va lui expliquer qu'il y a des moments, puis il y a des endroits qui sont appropriés pour le faire. On est en train d'intégrer la notion d'intimité chez l'enfant. Chez l'enfant, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que beaucoup de parents et d'intervenants en petite enfance, là, on va être gênés par ces comportements-là, comme tu as dit tantôt, Mélanie. Parce que c'est sûr que c'est un geste qui est intime. Fait que souvent, selon l'âge de l'enfant, on peut lui indiquer les endroits où ces gestes-là peuvent être permis. Exemple, dans sa chambre, chez lui à la maison. Il est important de ne pas interdire, justement, de toucher à les parties de son corps. Puis, c'est important aussi, la notion d'intimité, de commencer justement à ce moment-là, de pouvoir l'intégrer. Si on réagit trop fortement, mais l'enfant, il va peut-être penser que la sexualité, c'est négatif, puis ça va peut-être avoir des conséquences néfastes plus tard pour lui dans ses relations futures. Fait que dans le fond, on a une attitude qui est positive, puis nos interventions vont être adéquates. C'est important, dans le fond, pour que l'enfant pense pas, qu'il intègre pas, dans le fond, qu'il fait quelque chose de mal, mais que ce qu'il fait, c'est un geste intime. Puis, on peut le faire dans des endroits qui sont privilégiés pour ça. Fait que nous, notre rôle d'éducateur, avec notre chapeau puis nos lunettes, notre chapeau d'éducatrice et nos lunettes d'enfant, ça va être de lui expliquer là, gentiment, là, dans le fond, cette notion-là, de commencer déjà à l'intégrer auprès de l'enfant.
cette partie cette notion d'intimité. Fait qu'encore là, hein, tu vois, on a vu 2 situations, mais c'est tout le temps la même affaire. C'est de, bien comprendre pourquoi l'enfant fait ça. C'est clairement pas pour nous scandaliser ou parce que ça n'a pas de bon sens, c'est parce qu'il est en découverte. C'est correct, c'est normal, c'est même souhaitable si on veut qu'il puisse faire la différenciation au niveau sexuel. Mais j'aime l'idée d'enseigner de façon éducative et non pas d'une façon émotive, lui enseigner l'intimité. J'aime beaucoup. Je pense qu'avec ce truc-là, on est capable de régler bien des problèmes qui nous rendent un peu mal à l'aise comme adultes. Oui, effectivement. Super. Alors, si vous permettez, on passe à la 3e situation. Lors de la période de jeu libre, un enfant répète sans cesse le mot « pénis » pour faire rire ses amis. Quelles sont les meilleures actions éducatives à poser? Ça, c'est rare que ça arrive dans les milieux de gamme. on peut savoir. Effectivement. Fait que souvent, les enfants, quand ils vont entendre les mots « vulve »,« pénis », bon, ils vont rire. C'est normal. Hein, c'est normal. Souvent, on peut en profiter, dans le fond, quand ça arrive dans notre milieu de garde. On peut en profiter justement pour demander aux amis de nous nommer les différents mots qui sont en lien justement avec le mot pénis, vulve, fesses. Fait que on peut, dans le fond, profiter de cette occasion-là pour enseigner aux enfants qu'il existe des mots corrects, hein, des mots polis, puis il y a aussi des mots qui sont vulgaires ou des mots qui sont pas les bons mots, dans le fond. Hein. Fait que un pénis, c'est un pénis, un bras, c'est un bras, une jambe, c'est une jambe. Fait que c'est important, dans le fond, de déjà enseigner à l'enfant les bons mots avec les parties du corps. Fait que ça peut être une bonne occasion, justement, de faire un jeu, justement, à cette occasion-là. Fait que c'est certain que nous, si nous-mêmes, ça nous fait rire ou on est mal à l'aise, c'est certain que l'enfant là, va en profiter davantage. C'est clair. Souvent, c'est important d'utiliser le bon vocabulaire. Puis chez l'adulte, c'est important, chez l'éducateur, de nommer les bons mots, de dire les bons mots, dans le fond, pour les parties du corps. Puis si on est à l'aise, plus qu'on est à l'aise, plus l'enfant va l'être aussi, puis il va le devenir. Fait que c'est certain que en utilisant des mots qui ne sont pas les bons mots inappropriés pour nommer certaines parties du corps, on transfère un certain malaise à l'enfant qui n'est pas le sien, hein, qui nous appartient à nous. Puis on lui enseigne que la sexualité puis les organes génitaux, ils peuvent avoir on a des tabous parce pour nous dire pénis ou vulve, ça nous gêne, fait qu'on aime mieux dire d'autres mots. Fait que l'enfant, lui, va intégrer ça. Fait qu'au 5 ans, tantôt, tu parlais justement de le petit exemple là, de la poupée qu'on va laver avec dans un petit bac d'eau avec du savon. Mais oui, ça peut être une bonne occasion de pratiquer justement les parties du corps, de nommer les parties. Souvent, on va avoir tendance à nommer toutes les parties du corps, puis oups, après le ventre, on dirait qu'on saute une partie puis on arrive aux jambes. Oui, c'est vrai. C'est tellement vrai. Oui, oui. Même les affiches éducatives sont faites pour sauter par-dessus, oui. C'est ça. Fait que c'est certain que si on saute par-dessus, mais quand on va arriver à 15 ans, 14 ans, on va être gêné d'utiliser ces mots-là parce qu'on ne les a pas appris. Ouais. Plus tôt on les apprend, moins on est gêné, puis ça fait partie de notre quotidien. Hein. Fait que c'est certain que est-ce que moi je suis à l'aise comme éducatrice à donner les vrais noms avec mes cocos en service de garde? Plus que je vais le faire, plus que je vais être à l'aise, plus mes cocos aussi vont l'être. Puis souvent, les enfants, dans le fond aussi, ça fait partie de l'éducation sexuelle, puis on le fait de façon quotidienne. Hein. Quand on aide les enfants à reconnaître les différentes parties du corps, on est en train justement de les aider à apprendre les bons mots. Fait que quand il y a des situations où est-ce que l'enfant va être mal à l'aise ou il va vivre des choses particulières, soit au niveau d'une agression sexuelle ou quoi que ce soit, mais il va être capable de se confier ou de dire des bons mots aux personnes pour avoir de l'aide. On ne pense pas à ça, c'est vrai. Mm-hmm. Fait que c'est une façon aussi d'enfant de donner des outils à l'enfant justement pour être capable de s'exprimer puis de donner les bons mots et de s'exprimer de la bonne façon. Oui. L'éducation
sexuelle, on en fait au quotidien avec nos cocos, justement en nommant les différentes parties du corps, aussi en demandant, quand on leur demande de fermer la porte quand ils vont aux toilettes, d'être respectueux avec les amis. Ça fait partie de l'éducation à la sexualité parce qu'on est en train justement là, de parler des relations égalitaires, on est en train de parler de la notion d'intimité, ce qui est privé, on est en train aussi de lui expliquer, de lui montrer quelles sont les différentes parties de son corps. Fait en gros, je pense que ça ressemblerait à ça, les stratégies là, que je pourrais vous suggérer en lien avec une telle situation là, avec les amis. Moi, ce que je vais rajouter, Mylène, concerne le programme éducatif du ministère. Vous vous souvenez, tout le monde, les 4 domaines de développement. Quand un enfant fait le petit comique avec des mots liés à la sexualité, ben ce qu'il fait, encore une fois, il est en train de vous dire qu'il y a un besoin. Fait que de lui dire arrête, c'est pas beau, c'est pas des beaux mots, arrête de dire ça. Ben clairement, on répond pas à son besoin. Puis il peut arriver 2 choses, soit que l'enfant va continuer parce que c'est encore plus drôle, ou soit qu'il va intérioriser que ça n'a pas de bon sens, qu'il n'a pas le droit de dire ce mot-là, puis qu'il a fait quelque chose de mal. Fait que d'un côté ou de l'autre, on n'est pas gagnant personne, surtout pas l'enfant. Fait qu'en se disant c'est quoi le besoin qui est en train de nous envoyer, ben clairement on peut y répondre. Je regarde juste là le domaine de développement physique et moteur, l'identité corporelle, tout ça, ça rentre là-dedans là, l'éducation à la sexualité. Fait que ça en parle pas là comme tel directement, mais tu sais, ça en parle via les stéréotypes sexuels, ça en parle en termes de connaître les parties du corps, mais c'est exactement ça qu'on parle. Quand tu dis, quand tu suggères aux gens de demander aux enfants à quel autre mot tu connais pour décrire le corps, tout ça, ben là, on vient le stimuler au niveau langagier, on vient de le stimuler au niveau cognitif. Fait que, tu sais, je pense que c'est jamais bon de demander à l'enfant de se taire. Tout est dans l'observation, puis tout est dans la réponse du besoin de l'enfant. À partir du moment où on comprend c'est quoi son besoin, il me semble que comme être humain et comme adulte, peu importe les valeurs qu'on a, puis peu importe les résistances qu'on a, ça part parce que on est collé sur notre rôle professionnel. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Ce que j'ai vu aussi d'intéressant, c'est dis-moi si je me trompe, Mylène, mais oui, la sexualité, mais on a le droit quand même comme éducatrice ou comme parent de mettre ses limites. OK? Une fois qu'on a bien répondu aux besoins de l'enfant, il y a des choses que on peut dire à l'enfant, écoute, on te met une barrière, là, on te met une limite, ou est-ce que tu es très, très, très libre dans cette limite-là? Par exemple, bon, un enfant est à table, puis à chaque heure de repas, ça part en peur avec les autres qui commencent à dire des mots liés à la sexualité. C'est correct, c'est correct. Sauf que, à partir du moment où on va l'encadrer en lui disant, par exemple, « Hey, on va mettre un cerceau un petit peu plus loin. Si tu as des mots liés à la sexualité à dire, tu peux aller dans le cerceau puis les dire parce que là, ça va être le bon endroit, le bon moment pour la faire. Mais quand j'enlève le cerceau, par exemple, ben là, à ce moment-là, on en parle quand on a besoin d'en parler, mais on n'en parle pas pour faire des blagues puis pour rire. Est-ce que ça pourrait être une bonne stratégie, à ton avis? Oui, vraiment, c'est une belle stratégie à employer, effectivement. L'enfant va apprendre, il y a un temps, il y a un lieu qu'on peut justement en parler. Puis, comme éducatrice, on l'a bien défini. Fait que pour l'enfant, ça va être clair de pouvoir justement utiliser ce cadre-là pour le limiter. Exact. Parce que des fois, je peux te confirmer que des fois, ça dégénère puis ça dure des semaines et des semaines. Quoi? Bon, c'est ça. Dernière question, dernière mise en situation, on va y aller vite. Le matin, un enfant aime bien faire des câlins à tous les amis. Cependant, un enfant refuse de recevoir un câlin. Quelles sont les meilleures actions éducatives à poser?
la première question, s'il te plaît. Oh, regardez, magie, magie. Amélie, quoi faire quand l'enfant de 3 ans se masturbe et que cela interfère dans ses activités quotidiennes? OK, c'est pas juste à la sieste, là. Exemple, assise à la table, l'enfant serre très fort ses cuisses, tremble et devient rouge. Cela ralentit son rythme pour les collations et les dîners. Les activités à la table sont difficiles car l'enfant se concentre plus sur la contraction de ses muscles que sur l'activité proposée. Nous lui disons que c'est un geste intime et que cela devrait être réservé à lorsqu'elle est seule, mais les interventions ne fonctionnent pas. Comment intervenir? Merci. Mm-hmm. Oh oh! Oui, c'est une bonne question. C'est certain, quand on voit que justement ces comportements-là interfèrent dans le fond avec les activités quotidiennes de l'enfant, là, dans le fond, c'est sûr, c'est important de voir c'est quoi le besoin de l'enfant derrière ça. Est-ce que l'enfant est anxieux? Est-ce qu'il y a certaines choses qu'il vit à la maison? Est-ce que l'enfant, est-ce qu'il y a des choses particulières qui se passent pour cet enfant-là? Fait que c'est certain que c'est important d'en parler aux parents. Parce que la façon que, je m'en souviens plus c'est qui a posé la question. Amélie, je pense. Amélie, oui. Oui. Fait que c'est certain que la façon qu'elle a intervenu, c'est bien, puis c'est la façon qu'on doit intervenir. Cependant, peut-être que cette petite cocotte-là, elle vit certaines choses qui l'amènent à vivre beaucoup d'anxiété, qui fait que elle pourrait, ça c'est une hypothèse, il y en a plein d'hypothèses qui peuvent être liées à ce type de comportement-là. Mais c'est certain qu'on a une petite alarme, une petite cloche qui sonne quand on a, quand l'enfant, dans le fond, a la difficulté justement à faire ses activités, à vaquer à ses activités quotidiennes qui font partie du stade de développement normal. Fait que c'est certain qu'on peut aller chercher peut-être de l'aide justement à ce niveau-là, puis de voir comment on pourrait accompagner cette jeune cocotte-là autant avec l'éducatrice, mais aussi peut-être à la maison. Peut-être que c'est quelque chose qui se passe aussi à la maison, puis que les parents sont démunis. Fait qu'on pourrait peut-être aller chercher de l'aide à ce niveau-là. Moi, c'est ce que je dirais, dans le fond. C'est ce que je répondrais là, à brûle pour point là, sur cette question-là. Je ne sais pas si, Mélanie, tu as des choses que tu voudrais ajouter? Ben, j'ai une question pour toi. Quand tu dis de l'aide, est-ce que c'est via une sexologue, via une travailleuse sociale, via une psychoéducatrice ou toutes ces réponses à la fois? Oui, ça peut être toutes ces réponses à la fois. Ça peut être, j'imagine, est-ce que il y a des ressources éducatives là, au sein des milieux d'établissement qui peuvent donner de l'aide, soutenir les éducateurs dans leur rôle. Je sais que nous, au Centre Défi, c'est des questions, cette question-là, nous, on intervient souvent, là, justement, exemple, même un enfant à l'école, on a intervenu, puis on a soutenu les parents et l'enseignante, justement, en lien avec, c'est les mêmes comportements, mais c'était à l'école. Fait que ça peut être aussi, mais tu sais, c'est certain que on est régional, mais là, on parle d'une petite ville qui est Val-d'Or, mais en même temps, ça peut être toutes les ressources. On a aussi plusieurs ressources là, au niveau du Centre Marie-Vincent aussi qui peuvent nous aider. Qui sont, on va en parler à la fin, là, mais c'est une bonne ressource aussi. Ils peuvent aider tant les familles, les enfants, mais aussi les professionnels comme les éducatrices à la petite enfance dans leur rôle. Oui, bien, le C3S aussi, hein, c'est une bonne porte d'entrée quand on ne sait plus quoi faire, là. Oui. Fait que de ce que je comprends, c'est que c'est pas nécessairement une problématique au niveau sexuel avec cet enfant-là. C'est complètement autre chose qui la rend non fonctionnelle. Cet enfant-là, elle a décidé d'y aller avec la masturbation, mais tu sais, ça aurait pu être un enfant qui fait des crises ou un enfant qui devient très contrôlant avec sa doudou, avec ses amis. Mais c'est juste un symptôme d'une problématique plus importante. Mm-hmm. En l'empêchant de se masturber, cet enfant-là, on met un plaster sur le bobo, mais on ne règle pas le bobo. Mm-hmm. Effectivement. Annick, peux-tu nous envoyer une autre question, s'il te plaît? Mais en mettant nos lunettes d'enfant, quelle serait l'intervention? On pose des mots sur les gestes, leur dire « Oh, vous êtes curieux de vous voir. » OK. De ce que je comprends, la personne ici aimerait savoir en mots ce qu'on peut dire à un enfant quand on le voit dans une situation qui nous met mal à l'aise. J'espère que je comprends bien la question. Oui. Ben, je pense, tantôt, tu l'as dit, Mélanie, un petit peu, quand tu as donné l'exemple, justement, là, je pense que tu l'as nommé au niveau des 4 sphères du développement.
Oui, Je pense qu'on en a oui, parlé un puis il y a ça, mais tu sais, mettons, on voit un enfant qui est en train de se masturber, là, ben on peut lui dire, écoute, c'est ce que tu es en train de faire, c'est plaisant pour toi, t'aimes ça, hein, mais regarde ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va attendre à la maison parce que c'est un geste intime que tu es en train de poser, qui doit se faire seul. Fait que je t'inviterai à le faire quand tu vas être dans ta chambre à la maison, dans ton lit, parce qu'ici, il y a des amis, puis ils sont en train de te voir. Fait que je pense qu'on pourrait y aller avec des mots comme ça. Si on voit deux enfants, oui, ben tu m'arrêtes, hein, Mylène. Je veux dire, la professionnelle, c'est toi là après-midi là. Moi, je suis une généraliste là. Toi, t'es la professionnelle. Mais tu sais, si mettons moi là, je verrais deux enfants tout nus, ben au lieu de faire non, tu sais, là, je ferais ok, vous êtes en train de vous regarder, hein, parce que vous êtes curieux de voir le corps d'un garçon ou d'un autre garçon ou d'un garçon puis une fille. Puis c'est correct d'être curieux dans la vie. Mais voulez-vous, on va regarder ensemble quelle autre activité qu'on pourrait faire pour mieux connaître les parties du corps ensemble, parce que là, ce que vous êtes en train de faire, ben c'est intime. Puis, comme quand on ferme la porte de la salle de bain pour être tout seul, fait que c'est la même chose ici. C'est mieux que ce soit intime. Tu sais, j'irais avec des mots comme ça. Là. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je trouve que c'est vraiment c'est de la bonne façon. Puis de rappeler aux enfants, tu sais, justement, de faire des activités, leur démontrer dans le fond, c'est quoi les parties intimes. Tu sais, souvent les parties intimes, c'est celles qu'on va cacher avec un maillot. Fait que c'est les parties. Fait que souvent, ces parties-là sont intimes. Souvent, on va les cacher pour pas non plus les montrer à tout le monde. Quand on est ça dans la salle de bain, on peut enlever notre maillot ou on peut baisser ses culottes à l'eau toilette, mais quand on est dans notre chambre, fait de rajouter peut-être la notion des parties intimes. Qu'est-ce qui est intime? C'est vrai. Qu'est-ce qui est public? Oui. On prend pour acquis, au moins on prend pour acquis qu'une partie intime, tout le monde sait ça. Fait qu'on, oui, on pourrait faire une activité pendant qu'on mange, pourquoi pas. Un bras, c'est intime. Les fesses, c'est intime. On peut le faire avec les enfants en ce sens-là, oui. Rendre ça comique, là, tu sais, parce que quand nous, comme humains, comme adultes, on a un malaise, l'humour nous aide grandement à passer au travers de différentes actions éducatives à poser. Troisième question. Sonia, comment intervenir auprès d'un enfant qui effectue des mouvements de bassin va-et-vient en empoignant un autre enfant par derrière ou par en avant? Fait que là, on s'entend que c'est un enfant qui a vu quelque chose. Parce que ça, c'est vraiment lié à un acte sexuel. Théoriquement, l'enfant... Est-ce que l'enfant d'instinct possède ce mouvement-là ou bien on suppose qu'il l'a vu sur les réseaux sociaux, la télé ou avec ses parents? Mais il peut avoir, tu sais, quel âge de l'enfant, c'est quoi le contexte. Il y a beaucoup de questions là, que je poserais. Mais en général, là, en lien avec la question, c'est certain que quand les enfants ont des comportements plus reliés à une sexualité adulte, qui ne fait pas partie non plus du développement là, psychosexuel normal de l'enfant, on peut se questionner, c'est certain. On peut se demander, justement, on pourrait peut-être demander à l'enfant avant de lui induire des réponses ou avant de voir est-ce que c'est ma perception à moi, on pourrait lui demander ce qu'il fait, justement. Lui demander dans le fond, qu'est-ce qu'il est en train de faire, pourquoi il le fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'il l'exprime, là c'est sûr, je ne sais pas l'enfant à quel âge, mais qu'il soit capable de dire justement ce qui est en train de se passer. Puis après ça, on pourrait voir justement est-ce qu'on a des petites alarmes, des petites cloches qui sonnent ou ça fait partie du développement psychosexuel normal de l'enfant. Fait que je pense que si c'est relié, comme tu disais, à une sexualité adulte, là, on le sait que ça ne fait pas partie du développement. Ça se peut qu'il ait vu quelque chose, ça se peut qu'il ait entendu des choses, ça se peut, il y a beaucoup de choses là il y a beaucoup d'hypothèses. Fait que dans ce cas-là, quand on est alarmé par des situations, ça va être important peut-être d'aller justement, comme on disait tantôt, là, de peut-être aller voir des professionnels en lien avec ce genre de situation. Je vais peaufiner un petit peu la question par une autre question pour toi, Mylène. Advenant qu'on va voir l'enfant et on lui dit « Ah, qu'est-ce que tu es en train de faire? » Pas « Qu'est-ce que tu fais? » Non, qu'est-ce que tu es en train de faire? Puis l'enfant, il dit « Je suis en train de faire comme maman puis papa, mettons. » À ce moment-là, la première étape, c'est quoi? Est-ce que c'est d'en parler aux parents? Est-ce que c'est d'appeler la protection de la jeunesse? Comment on s'y prend là, par rapport à ça? Mais l'enfant, dans le fond, souvent, est-ce qu'il y a des choses à dire par rapport à ça? Si jamais, lui, il dit simplement qu'il a vu papa puis maman faire ça, est-ce qu'il a ouvert la porte puis oups, il y
les parents ont été pris en flagrant délit. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive? Ça peut arriver, là. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive? Fait que, tu sais, c'est certain que c'est sûr que la protection de la jeunesse, souvent, on peut être quand même réticent ou on peut se dire, ah, tu sais, j'ai pas goût non plus là, de partir en peur, tout ça, avec la machine. Mais souvent, ils peuvent écouter aussi, hein, ils peuvent nous suggérer des interventions. Ils peuvent dire, ben écoutez, en lien avec ce que vous me dites, moi, j'aurais pas l'intention, je pense pas qu'il y ait un danger pour cet enfant-là. Je vous propose, ils peuvent proposer des choses. Ils peuvent nous suggérer des interventions aussi. Dans le cas où est-ce que ça pourrait être plus grave, ils vont dire, ben écoutez, peut-être en parler aux parents. Fait que quand ça vient de la protection de la jeunesse, fait que c'est un numéro qui est central. En appelant ce numéro-là, ça ne veut pas dire qu'on fait un signalement, mais en même temps, il y a une situation qui nous inquiète, puis on ne sait pas trop comment intervenir. Mais en même temps, c'est certain qu'il y a plusieurs façons de prendre un enfant aussi, peut-être de le prendre seul aussi, peut-être pas devant tous les amis. Puis, ça pourrait être, il pourrait avoir un couteau à double tranchant. Oui, on pourrait en parler aux parents, mais en même temps, si on soupçonne l'abus dans cette famille-là, ça peut être peut-être pas une bonne stratégie. Oui. Puis je pense que c'est important d'intervenir, de poser une action éducative auprès de cet enfant-là, surtout si on voit que l'autre enfant n'est pas à l'aise et ne veut pas, là. Non, c'est ça. Fait que on pourrait faire les mêmes. Quand je parlais tantôt là, en lien avec les câlins, respecter la bulle, l'intimité, ben, on pourrait faire des liens avec ça, avec l'enfant. Ah, bon, on vient de me dire qu'il y a beaucoup de questions. Fait que Mylène, il va falloir qu'on soit plus concise. Parfait. Mon fils de 3 ans vient de devenir propre depuis qu'il porte des culottes. Il se touche le pénis constamment. Je lui ai expliqué de faire cela dans sa chambre lorsqu'il est seul. Est-ce que mon intervention est correcte? Ben oui, c'est correct, puis c'est normal parce qu'on l'a dit tantôt, hein, le développement psychosexuel normal d'un enfant de cet âge-là, il y a des pics, des pics de comportement sexuel. Puis ce que je comprends, c'est que son enfant présentement, il est dans ces pics-là. Fait que ça va être de continuer dans le fond à intervenir de cette façon-là. Puis l'enfant va comprendre lui-même là dans le fond. À force de limiter justement à l'intimité puis à sa chambre, il va comprendre. Peut-être qu'il va être tanné de toujours aller dans sa chambre quand il fait un jeu aussi. Oui. Il va faire, ben là, oui. OK, là, il va participer à l'activité ou au jeu. Fait qu'effectivement, il y a peut-être une association qui va se faire différemment. Oui, puis dans la façon de le dire aussi, tu sais, mon grand, tu as le goût de toucher à ton pénis présentement, c'est correct, mais tu te souviens, c'est dans ta chambre. Hein? Est-ce que tu vas dans ta chambre ou tu restes avec nous? C'est aussi simple que ça, mais dans la bienveillance et non pas avec un ton accusateur. Voilà. Prochaine question. Que faire si l'enfant poursuit sa stimulation, même après lui avoir expliqué plusieurs fois la notion d'intimité? Ça dépend de l'enfant à quel âge, ça dépend ce qu'il fait durant la sieste avec les amis, est-ce qu'il fait devant les autres. C'est un petit peu la même question qu'on vient de répondre un petit peu. Je trouve que ça pourrait compléter là, justement comme qu'est-ce que tu disais tantôt, Mélanie, en lien avec est-ce que tu continues l'activité ou tu préfères aller dans ta chambre? On lui donne le choix, là. On lui donne le choix dans la bienveillance. Puis l'enfant, s'il a vraiment besoin de se stimuler, il va aller dans sa chambre. C'est ça. Sinon, il va rester avec nous. Ça peut être aussi en lien justement avec la première question, là, en lien avec la petite fille là, qui a beaucoup de difficultés à se contrôler. Ben, c'est quoi les besoins derrière ça? Peut-être qu'elle a un besoin justement d'être rassurée. Est-ce qu'elle est insécure? Est-ce qu'elle est anxieuse? Fait que comment on peut aider, dans le fond, cet enfant-là? Fait que c'est certain que souvent d'aller d'avoir aussi de l'aide, je ne sais pas, au niveau des ressources éducatives, j'imagine en petite enfance, soit en service de garde, où il y a quand même, j'imagine, des gens qui peuvent nous accompagner, là. Oui, je te dirais que la majorité du temps, la porte d'entrée, c'est souvent le C3S, là, mais il y a toujours moyen de contacter, oui. Ben oui. Parfait. Si l'attitude de l'adulte est négative face à la sexualité, quelles conséquences pouvons-nous attendre sur le long terme et sur le court terme et sur le long terme sur l'enfant, j'imagine? Mm-hmm. Ben, c'est certain que si l'enfant, dans le fond, c'est l'attitude négative de l'adulte en lien avec ces comportements-là, l'enfant va faire des associations. Associations en lien avec ce que je suis en train de faire, c'est négatif. Soit que je vais vraiment me cacher, je n'en parlerai plus à cet adulte-là parce que
il sera pas capable de m'écouter ou de mieux m'outiller, ou peut-être que ce que je fais, c'est vraiment pas correct. Fait que peut-être son estime de lui aussi peut être quand même touchée, parce que, tu sais, s'il a envie, il y a des choses qui sont en lien avec son développement psychosexuel normal, puis on est négatif, ben il est en train de comprendre que ce qu'il fait, c'est pas correct. Fait ce qu'il ressent, c'est pas correct. Ce qu'il pense, c'est pas correct. Fait que souvent, ça peut être, c'est pas un succès pour l'estime de soi, là. Oui. Puis ramenez-vous à vous comme adulte. Tu sais, par exemple, si vous prenez, je sais pas, votre petite coupe de vin le vendredi soir parce qu'elle vous fait tellement de bien, parce que vous avez besoin de ça pour décanter, pour faire la coupure avec la semaine. Puis là, quelqu'un arrive puis vous dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, c'est pas normal ce que tu fais là, de boire de l'alcool de même. Ben clairement, la prochaine fois, vous allez attendre d'être tout seul, vous allez vous cacher pour boire votre verre de vin, puis clairement, vous allez vous sentir coupable. Ça, on est capable de gérer parce qu'on est des adultes, on a des outils pour passer au travers de ça. Mais les enfants, ils n'ont pas ça. Ils sont beaucoup plus fragilisés au point de vue psychologique. Fait qu'on veut pas que l'enfant commence à se cacher, à se sentir mal, à culpabiliser parce que ça va devenir un adulte comme ça aussi. Puis on veut pas qu'il y ait des séquelles à long terme sur sa sexualité. Effectivement, parce que quand il va être adolescent, ça va être quoi ses ressources, ses moyens, ça va être Internet. Est-ce que ça va être des films pornographiques? Je pense que c'est peut-être plus préférable que ce soit ses parents ou un adulte de confiance si ses références deviennent. Clairement. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter lorsqu'un enfant fille se déshabille lors de la sieste pour se masturber? Est-ce que le problème est dans la masturbation? Sûrement pas parce qu'on vient de le dire. Mais le fait qu'elle se déshabille? Peut-être de lui dire, dans le fond, justement, l'enfant, je ne sais pas à quel âge, mais peut-être de lui indiquer que c'est important qu'elle garde ses vêtements, que là, il y a d'autres amis autour d'elle, que c'est ses parties intimes, un petit peu en lien avec le tantôt quand on parlait là, justement de la salle de bain. Fait c'est tout à fait normal. C'est pas quelque chose qui peut être inquiétant dans le fond, dans le contexte là, la question. C'est certain qu'il y a plein de questions qu'on peut se poser toujours pour avoir plus de détails pour émettre des hypothèses. Mais en général, c'est pas. Ça va être justement, tantôt, quand tu disais, Mélanie, de mettre un cadre, une limite. Écoute, quand on fait une sieste, on reste avec notre pyjama. Là, je ne sais pas c'est quoi les consignes. Ils sont sur un matelas, il y a une petite doudou. C'est pareil pour tout le monde. Tous les amis, c'est la même chose. Fait que ça va être peut-être de référer justement à ces limites claires-là à l'enfant. Puis si ça ne fonctionne pas, ben ce qui fonctionne tout le temps bien, c'est donner le pouvoir à l'enfant. Est-ce que tu veux faire ta sieste avec tes vêtements? Ou, puis là, on demande l'aide du parent, tu sais, d'y apporter, par exemple, une petite camisole. Ou bien, t'aimes mieux faire ta sieste avec ta petite camisole. Fait qu'il donnait le choix entre deux, mais il n'y a pas le choix d'être tout nu dans ces deux-là, là. Non. Fait qu'elle a fait le choix de la camisole, ça reste la camisole, à ce moment-là, elle n'est pas tout nu. Tu sais, y aller des fois de façon plus large. Il y a aussi, si elle se déshabille nue devant ses amis, est-ce que c'est parce que vous permettez que les enfants aillent aux toilettes sans fermer la porte? Est-ce que vous permettez que les enfants mettent leur maillot de bain devant les autres? Est-ce que, tu sais, il y a ça aussi. Il faut se questionner un petit peu plus at large, je dirais. Puis il faut être consistant, il faut être constant dans nos interventions. Si on veut pas qu'elle se déshabille à la sieste, ben clairement, il faut pas que aucun enfant se déshabille devant les autres à aucun autre moment, là. Puis cette petite fille-là, c'est sûrement son développement normal aussi. Là. Je ne sais pas, elle avait quel âge dans la question, mais... Oui, effectivement. Parfois, ce sont les parents qui ont un malaise avec les notions de sexualité. Comment les rassurer que ce sont des besoins normaux? J'imagine que c'est une éducatrice qui pose la question, effectivement. Ben, écoutez, moi, j'aimerais ça répondre, Mylène. Moi, là, quand mes éducatrices venaient me voir puis ils me disaient, hey, là, les parents, ben, ils veulent pas que l'enfant fasse la sieste pendant plus qu'une heure ou ils veulent pas que l'enfant fasse la sieste du tout. Souvent, je leur disais, écoutez, tu sais, souvent, là, on a des préjugés sur des choses qu'on connaît pas. Donc, il faut amener les parents à développer leur savoir. Nous, là, on est des professionnels de la petite enfance. On a des savoirs, on a acquis des savoirs X. Ça veut pas dire que le parent est rendu au même stade que nous, puis c'est bien correct. On est là pour les accompagner aussi dans le développement de leur enfant, sauf que eux restent quand même la première personne la plus importante dans la vie de l'enfant. Il reste que quand on leur dit les raisons, quand on leur donne de la documentation, quand on les fait lire, quand on les invite à aller consulter un lien, à ce moment-là, ça nous donne de la crédibilité comme professionnel à la petite enfance. Le parent, il pense pas que c'est juste moi, comme éducatrice, j'ai décidé ça.
Mais quand c'est, tu sais, on l'envoie sur Naître et grandir. Souvent, tout est là dans Naître et grandir. Fait qu'on l'envoie sur Naître et grandir, lire sur ce sujet-là X qui vient donner du poids à notre intervention puis à notre façon d'intervenir auprès de son enfant. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si on peut conclure ça dans les stades oral ou anal, mais même dans la sexualité. Mais un enfant qui mange ses selles, on intervient comment? C'est dans le fond, c'est certain que, je ne sais pas, en garderie, c'est-tu une situation que Moi, je ne l'ai jamais vu, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, là. Non, moi, je ne l'ai jamais vu. C'est certain que moi, en protection de la jeunesse, j'ai dû intervenir dans des situations semblables, mais on était dans... dans le fond, on faisait face à une famille négligente, là. Il y avait de la négligence, il y avait aussi un manque de connaissances aussi en lien avec tout ça, mais c'est certain que c'est sûr que c'est important d'intervenir dans le fond, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. C'est sûr que manger, moi en tout cas, c'est pas quelque chose que je vois fréquemment dans un milieu de garde. Je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose, Mélanie, par rapport à ça, mais je pense que ça serait écoute, d'instinct, dis-moi ce que tu en penses. D'instinct, c'est sûr, j'en parlerai aux parents. Ben oui. Dépendamment de ce qu'ils disent, oui, elle fait ça chez nous, puis elle est toujours, je trouve ça drôle. Ben, si c'est le cas, là, oui, peut-être que là, il faut intervenir un petit peu plus loin, appeler la PJ, puis voir s'ils sont capables, eux, d'épauler ce parent-là. Ils vont être capables, ils vont le faire. Si le parent dit, mon Dieu, non, elle jamais, elle fait ça à la maison, jamais, ben là, clairement, c'est parce qu'il se passe de quoi au service de garde. Fait que là, je retournerais dans mon milieu, puis j'observerais beaucoup cet enfant-là. Si le parent dit, oui, effectivement, elle fait ça chez nous aussi, puis ça m'inquiète, ben au moins, on est deux à être inquiets, tu sais. Fait que là, on peut travailler ensemble, puis aller chercher des ressources. Mais je suis pas capable de dire comment il faut intervenir, mais je suis capable de répondre, en tout cas, comment ne faut pas intervenir. Tu sais, clairement, si on intervient avec beaucoup trop d'émotions, je pense qu'on fait juste mêler l'enfant puis le faire sentir non adéquat. Puis il n'y a pas besoin de ça. Son geste n'est pas adéquat, mais l'enfant est adéquat. L'enfant est toujours adéquat. Il fait selon ses besoins. Fait que, tu sais, je commencerai d'abord par me questionner à savoir est-ce que moi là, dans mon non-verbal puis dans mes émotions, est-ce que j'interviens de la bonne façon? Ce serait déjà une bonne piste. Puis je verrai après ça comment ça se déroule en parlant aux parents. Oui. Bonjour, je voulais savoir s'il était possible qu'un garçon de 6 ans connaisse déjà son orientation sexuelle. Quand on aborde les relations amoureuses, il dit que lui, il aura un amoureux. C'est une bonne question. 6 ans, c'est plus. 6 ans, là, ils sont généralement plus en service de garde. Je sais qu'en service de garde, ça arrive très, très, très souvent que moi, je vais marier mon père, puis c'est un petit garçon, ou moi, je vais marier mon meilleur ami, c'est normal. À 6 ans, je te laisse répondre. Dans le fond, c'est certain que ça peut être. On a beaucoup de questions à poser là, en arrière de cette question-là, mais c'est certain que l'enfant, oui, effectivement, il est quand même assez jeune quand son attirance ou son identité de genre, quand on expliquait tantôt, dans le fond, sa construction de son identité de genre, mais c'est la même chose aussi à l'enfant, dans le fond, en service de garde, il va avoir justement, il va dire, exemple, je vais marier mon ami ou quoi que ce soit, puis il y a tout le complexe d'Édipe aussi qui rentre en ligne de compte là, à cet âge-là. Oui. Mais je pense que c'est important, dans le fond, de laisser l'enfant libre de penser par rapport à ce qu'il a envie. S'il a envie de dire, toi, plus tard, tu vas marier ton amoureux. Peut-être que dans 2 ans, ça va être d'autres choses, ça va être différent. Mais des fois, c'est juste d'être à l'écoute sans essayer de trouver, mon Dieu, mon enfant, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il n'est pas normal, est-ce qu'il va... Tu sais, des fois, on pose trop de questions, hein. Fait que peut-être que lui a envie de dire ça là. Ça ne veut pas dire nécessairement que son identité, tu sais, c'est croissant. Puis l'identité de genre, c'est en construction aussi, hein. C'est pas statique dans le temps. Non. Puis, tu sais, c'est vrai que notre enfant, il est autre chose qu'une identité sexuelle, tu sais, parce que si on commence à avoir peur du fait qu'il veut marier un autre garçon, même si ça arrive, c'est correct, il a le droit. Puis, qu'il verbalise tout de suite, ça fait pas de lui juste un petit garçon qui veut marier un autre petit garçon, ça fait, lui, il est un petit garçon, fait qu'il faut faire attention de ne pas le stéréotyper puis l'encarcaner dans juste ça puis s'inquiéter outre mesure. Effectivement. L'accompagner,
L'accompagner puis bien réagir dans l'ouverture. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Que faire lorsqu'à la sieste, l'enfant demande de lui faire des douceurs le long de ses jambes et cela par-dessus sa couverture? OK. Mais dans le fond, l'enfant, là, on est en train de parler plus de la sensualité ou du besoin d'être rassuré, calmé, peut-être, je sais pas. Tu sais, c'est de voir pourquoi l'enfant a besoin de se faire flatter. Hein, dans le fond, il a besoin de se faire flatter la jambe. Est-ce que ça peut être les cheveux, la tête, le dos? Fait que je sais pas, en service de garde, dans le fond, c'est sûr, il va falloir avoir beaucoup de mains. Hein? On fait ça avec tout. Je te dirais qu'il y a une pratique qui se fait beaucoup en service de garde durant le moment du repos, c'est que ceux qui sont plus difficiles disons, à trouver son propre calme, ben, tu sais, on les met de chaque côté de nous, là, puis entre nos jambes, puis là, on flatte le dos, effectivement. Mais là, ça, c'est un enfant qui le demande. Fait qu'encore une fois, on revient à, il y a un besoin. Il y a un besoin, cet enfant-là. Il est en train de dire, j'ai un besoin de contact physique. Je pense pas, dis-moi si je me trompe, je pense pas que c'est lié nécessairement à la sexualité puis qu'il y a de quoi de néfaste là-dedans. Au contraire, peut-être qu'il est en train de vous dire, j'ai plus besoin de contact avec toi, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras. Peut-être qu'il est en train de dire à la maison, c'est froid, c'est pas, il y a pas de chaleur humaine, tu sais, puis il y a quelque chose qui est en train de dire, cet enfant-là. Puis juste le fait de le trouver puis de répondre à son besoin, tout va se régler, là. Effectivement. Fait que c'est quoi le besoin derrière l'enfant? C'est ce qui est important à vérifier. Oui. Comment intervenir lorsqu'une éducatrice dit à un enfant nu, en changement d'un maillot de bain, cache tes fesses? Comment récupérer ce qui vient d'être dit devant l'enfant? Bon, comment intervenir lorsqu'une éducatrice dit à un enfant nu, en changement de... Donc là, comment on intervient sur une collègue de travail ou comment on intervient avec l'éducatrice de... Oui, comment récupérer ce qui vient d'être dit devant elle? Ben, dans le fond, comment on pourrait lui dire, dans le fond, c'est une collègue qui, dans le fond, on veut aider notre collègue justement à trouver des meilleurs mots, mais je pense que ça peut être, tu sais, cache tes fesses, est-ce que c'est positif, tu sais, est-ce que c'est éducatif? Comment on pourrait l'emmener à l'enfant pour que ce soit plus éducatif, là, tu sais, pour que l'enfant, il sente pas, là, que c'est malsain ou que c'est pas correct, là, que ses fesses soient vues. Mais là, dans le fond, ce que je comprends, c'est que l'éducatrice a dit cache tes fesses à l'enfant pendant qu'il y avait un changement de maillot. Fait que c'est comment on pourrait l'emmener à l'enfant justement pour que ça soit pas là, péjoratif ou négatif, là. Oui, bien, en tout cas, si par exemple, c'est un parent qui arrive pendant que l'éducatrice dit ça ou une autre éducatrice qui arrive puis qui entend sa collègue dire ça, moi, je pense qu'il faut être un bon modèle rendu là. Fait que tout simplement dire Madame Sophie vient de te dire ça, mais tu sais, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est intime, les fesses. C'est pour ça qu'il faut les cacher en dessous de ton maillot. Moi, je dirais simplement comme ça. Ouais. J'espère qu'on répond bien à la question puis qu'on a compris le sens. Oui, c'est ça. Je travaille dans un milieu où la sexualité est taboue. Comment en parler? Ben, tu sais, vous êtes dans un milieu de garde, j'imagine, où est-ce que la sexualité est taboue. Écoutez, vous êtes dans un local avec vos 8 enfants ou 10 enfants si vous avez des plus grands. Ben, clairement, là, c'est à vous à rester collé sur le besoin de l'enfant. C'est bien plate, là, mais en service de garde, notre priorité, c'est l'enfant. Notre priorité, c'est ses besoins. Puis si on n'y répond pas, c'est là qu'on a des troubles de comportement. Bon, puis on veut éviter ça parce qu'on veut avoir une belle relation avec eux. Fait que restez collés sur les besoins de l'enfant. Essayez de prendre une distance émotive par rapport à votre propre sexualité, vos propres valeurs, vos propres tabous. Puis vos collègues, là, si c'est tabou tant que ça, là, puis vos collègues vous voient faire, à un moment donné, tranquillement, ça va s'assouplir. Vous allez devenir un bon modèle éducatif pour les autres. Moi, je vois pas en quoi ça vous empêcherait. Dans le fond, vous n'êtes pas là pour bien paraître aux yeux de vos collègues. Vous êtes là pour être le plus éducatif possible et favoriser le développement optimal des enfants. Puis ça passe aussi par l'éducation à la sexualité. Est-ce que c'est possible de faire des dîners-conférences ou un petit dîner pour justement essayer de rendre ça moins tabou dans mon milieu? Peut-être que vous pouvez participer justement à rendre ça moins tabou, mais tu sais, c'est certain qu'en lien avec les différentes composantes de la sexualité, comme on a parlé tantôt, tout ce qui est culturel aussi fait partie de la sexualité. Fait que quand on est en train de mettre quelque chose de tabou, ben l'enfant aussi est en train d'intégrer ça là, dans son modèle de sexualité.
certain, quand Mélanie, qu'on reste collé sur les besoins, c'est important. Puis c'est vrai que c'est pas facile, hein? Quand on est un adulte puis qu'on est bien gêné par rapport à tout ça, c'est difficile d'ouvrir puis de dire, OK, j'ai une job à faire. Mais oui, on a une job à faire. Puis tu sais, des fois, c'est le premier pas à faire. Après ça, les autres, ça se fait bien parce que les enfants, eux, là, sont pas dans le tabou, là. Les enfants vont juste entrer, là, all-in là-dedans puis on suit leur mouvement puis ça se passe bien. Utilisez aussi, comme je vous dis, utilisez l'humour. Ça passe vraiment bien. Quand un enfant a des intérêts stéréotypés pour le sexe opposé, garçon qui aime les poupées et veut porter une robe, et les parents ne savent pas comment réagir, quelles recommandations à donner aux parents? C'est certain qu'en lien avec ça, les stéréotypes, on a, en lien avec l'éducation sexuelle, on l'apprend chez les enfants là, dès la petite enfance, justement, les stéréotypes, c'est quoi? Fait que c'est certain qu'on peut aider en faisant des activités où il y a beaucoup de livres aussi en lien avec ce sujet-là, avec le Centre Marie-Vincent, qui peut nous aider. On a des petits livres là, qu'on peut télécharger en ligne directement, gratuitement, en lien avec les stéréotypes. Justement, tu sais, en lien avec est-ce que c'est juste les garçons qui peuvent porter des robes, des filles qui peuvent porter des robes? Est-ce que c'est juste le rose, c'est pour les filles? Non, les roses, ça peut être aussi pour les garçons. Comment on peut aider le parent, dans le fond, c'est certain, hein, tu sais, c'est sûr qu'on peut peut-être aider le parent à s'ouvrir davantage au niveau de ses savoirs. Hein, tu sais, quand on le sait pas, c'est sûr qu'on peut rester dans nos croyances là, très rigides. Comment on peut assouplir justement ces croyances-là chez le parent? Tu sais, des fois, si on arrive là, bing bang, là, le parent il va se fermer puis il va dire mon Dieu, il voudra pas. Fait comment qu'on peut juste assouplir un petit peu ces pensées-là, justement pour emmener le parent à s'ouvrir davantage en lien avec. C'est sûr que là, c'est d'actualité. Hein? Souvent, on entend beaucoup parler de tout ce qui est stéréotypé et non genré. Là, ça fait partie là, de notre quotidien. Fait que certain qu'il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup d'outils et de moyens. Ouais. Moi, j'avais tendance là, à faire imprimer des savoirs pour les parents, puis subtilement les laisser dans leur casier ou carrément aller leur en parler puis dire, je t'inviterais à lire ça, parce que ton éducatrice, là, c'est correct ce qu'elle fait. Puis comme éducatrice, n'oubliez pas, faites-vous confiance. Vous êtes les professionnels du développement de l'enfant, il n'y en a pas d'autres. Chez les 0-5 ans, il n'y en a pas d'autres, vous êtes les seuls. Fait que quand, là, le petit garçon, il se promène avec des talons hauts, là, puis que le parent, il arrive, puis il dit, My God, il va devenir homosexuel. Je l'ai vu, je l'ai tellement vu souvent, là, je l'ai tellement entendu de fois. C'est important de ne pas juste dire, ben non, mais c'est important vous avez des beaux savoirs, retournez dans vos savoirs, puis dites-le aux parents. Non, il est en train de développer sa motricité globale. Il est en train de développer son équilibre. Il n'est pas en train de devenir homosexuel. Tu comprends? Fait que c'est d'amener ça dans les savoirs, dans le développement de l'enfant, puis d'utiliser vos 4 domaines de développement. Je pense qu'à partir de là, c'est gagnant. Est-ce qu'on doit toujours avertir le parent? Avertir le parent de quoi? C'est certain que le parent, dans le fond, il reste le principal responsable de l'enfant. C'est sûr que plus qu'on travaille en collaboration avec le parent, j'imagine que c'est winner pour l'enfant aussi. Hein? Ça va toujours plus vite. Ben oui, ça va toujours plus vite parce que si l'éducatrice et le parent utilisent les mêmes mots, les mêmes expressions, c'est sûr que oui, définitivement. Est-ce qu'on doit séparer les garçons et les filles pour se changer? L'intimité, c'est certain vers 3 ans, quand les enfants ont intégré la propreté, souvent on va commencer à intégrer la notion d'intimité, justement, ce qui est intime et personnel. Fait que peu importe que ce soit avec les garçons, avec les filles, on va prioriser. C'est sûr que dans une chambre de joueurs de hockey, tous les gars sont nus, puis c'est pas grave. Mais c'est certain que ça fait partie des valeurs qu'on a comme service de garde. Il n'y a pas vraiment de loi là, qui dit quelque chose à ce niveau-là. Là. En tout cas, pas de ma connaissance. Non, mais il faut être constante. Mais il faut être constante dans nos interventions. Si on dit à l'enfant, regarde, le geste que tu poses, ça se fait d'une façon intime. Puis quand on dit ça, c'est une partie du corps intime, mais que d'un autre côté, toutes les filles se changent ensemble puis se voient nues, là, là, c'est pas constant, là.
là. On n'est pas en train d'être toujours dans la même voie, là. Si c'est intime, ben même les autres filles ne devraient pas me voir mon corps. Fait qu'il faut tout le temps s'assurer qu'on donne les bonnes indications aux enfants puis qu'on est logique, là. Mm-hmm. Est-ce que c'est terminé? Il n'y a plus d'autres questions? Ou il y a un bug? Ça doit être terminé. Puis, qu'est-ce qu'elle dit, Annick? Est-ce qu'elle dit que c'est terminé? Bon, je pense que c'est terminé de toute manière. Oui, je pense que c'est terminé. Fait qu'il va rester simplement les références. On n'aura pas le temps de les regarder avec vous, mais ne vous inquiétez pas. Mylène est super fine. Elle vous a laissé plein de références qui pourraient vous aider à sortir différents savoirs qui pourraient être utiles pour les parents, entre autres. Hein, on en a parlé beaucoup. Et ce qu'on va faire, c'est que d'ici 2 jours, peut-être même lundi, en tout cas, on va voir, là, maximum lundi, Annick va vous faire parvenir cette présentation-ci, donc le webinaire, vous allez pouvoir le réécouter. Puis elle va vous envoyer aussi la présentation PowerPoint, fait que vous allez avoir les références en lien avec tout ça. Alors voilà, hey, écoute, Mylène, t'as pas bu ton gros tonneau d'eau, ça veut dire que ça a bien été. Super. Puis moi, ma connexion Internet n'a pas lâché, même si il neige. Puis oui? OK, oui. Il paraît qu'il y avait d'autres questions, mais là, ça fait 1h30. Donc, on va s'arrêter là. On s'excuse de ne pas avoir pu faire le tour. En même temps, je pense que vous êtes assez capable de généraliser l'information pour pouvoir trouver la façon la plus logique et efficace et stimulante pour les enfants. Alors, moi, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à suivre notre Facebook Cible Petite Enfance pour obtenir tous les outils qu'on vous donne en ce moment puis pour être au courant des prochains événements parce que, comme je vous dis, il y en a les lundis, il va en avoir les jeudis. Prenez soin de vous parce qu'on vous veut en bonne santé physique et mentale et s'il vous plaît, continuez à faire votre beau travail auprès des enfants, que vous soyez parents ou éducatrices encore dans les services de garde ouverts. Merci beaucoup, Mylène. Merci beaucoup, Mélanie. Puis, j'espère que ça a été fructueux pour les éducatrices et éducateurs. Sûrement, sûrement. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis merci, à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.